Bonsoir, chers participants. Bienvenue pour ce webinaire sur la CEP et famille, les chemins de la résilience. Donc, tout à l'heure, on va se connecter avec Dr. Christophe Rieder, psychologue. Et donc, moi, j'ai l'honneur juste de vous présenter très brièvement le programme. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc, je suis Stéphanie Baumann du secteur des cours et formations en Suisse romande. Et donc là, on va avoir une demi-heure de conférence. Et ensuite, à la fin, vous allez avoir la possibilité de poser des questions par écrit. Donc pour ça, vous avez une petite flèche orange en haut à droite de votre écran. Et si vous cliquez dessus, en fait, à l'intérieur, vous avez un onglet questions. Donc c'est par ce biais-là que vous pouvez écrire vos questions. Et donc, moi, je me reconnecterai aussi à ce moment-là avec Christophe Rieder qui vous répondra en direct. Donc voilà, on terminera le webinaire aux alentours de 17h45. Et donc, moi, je vous souhaite une très belle conférence et je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on va juste se connecter avec Christophe Rieder. Voilà, donc on voit déjà l'écran. Là, on va... Voilà, Monsieur Rieder, on vous entend. Parfait, bonsoir à tous, à toutes. Merci Bonsoir, en beaucoup. tout cas, on vous voit, on vous entend. Donc, je vais vous laisser la parole et je vous dis à tout à l'heure. Alors, c'est très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Je remercie aussi du même coup la Société de sclérose en plaques pour l'organisation de cette conférence qui, je l'espère, vous intéresse et vous plaira. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de... Ah, je n'arrive pas à montrer mon, mon, mon PowerPoint en fait. Voilà, j'ai un petit problème technique. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour résoudre la question. Alors, en tout cas, Oui, on voit votre PowerPoint à l'écran, hein, c'est tout bon si jamais. On voit toutes les slides. d'accord. Ce qui me pose un problème, c'est que moi, je ne le vois pas. Ah, mince alors. Ouais, Euh, donc là, nous, en tout cas, on voit affiché à l'écran le PowerPoint. d'accord. C'est sur la slide CEP, les symptômes. Ah, d'accord. Comment? Il faudrait quand même que je puisse voir ça. Je vais vite charger un petit. Donc voilà, c'est les aléas de la technique en live. Donc, merci pour votre patience. Alors là, on voit votre écran, effectivement. Oui. Non. Voilà. On voit toujours la même chose maintenant, c'est bon pour vous? Alors, voilà, on voit toujours vos slides. Vous les voyez chez vous? Maintenant, je les vois, oui, tout à fait. Ok, parfait. Alors, juste les mettre en grand et puis c'est tout bon. Alors, je vais faire ça. Un petit instant. Voilà, c'est parfait. C'est très bien. Alors là, c'est en petit. Là, ah voilà, parfait. Là, c'est tout bon. Très bien. Alors, je vais d'abord m'exprimer un petit peu sur un sujet qui me tient à cœur, qui est ce qui relève de la résilience et également évidemment, ce qui peut favoriser la résilience, notamment, on se situe dans un contexte familial avec aussi l'émergence donc la, de la maladie, de la CEP, qui évidemment fait son entrée dans la famille
et donc qui va bouleverser tout un système familial finalement. Et l'idée, c'est un petit peu de réfléchir à comment les écueils rencontrés, les difficultés rencontrées dans un cadre familial peuvent constituer autant de possibilités d'évolution, de changements positifs et de croissance, finalement, c'est ça. Et donc, on va parler de résilience et de croissance post-traumatique. Voilà. Maintenant, je suis de nouveau désolé parce que je ne vois pas ma présentation. Je suis désolé. Pas de souci. Nous, on les voit en tout cas. Je vois quelque chose ici de nouveau. Voilà. L'idée, c'est aussi évidemment de susciter quelques interactions. Vous aurez l'occasion de poser quelques questions et c'est très important que vous puissiez poser des questions et Stéphanie elle sera à disposition pour en prendre note et me les restituer ensuite par oral. Voilà, donc un petit rappel concernant les symptômes. Je crois que c'est important dans la mesure où un des plus grands symptômes relève de la fatigue. Et le problème avec la fatigue, c'est que, comme vous le savez bien, c'est que finalement, on parle d'une chose très différente en fait. C'est pas la fatigue que chaque être humain connaît. Quand on a la sclérose en plaques, avec les problèmes neurologiques que ça pose, eh bien, c'est une autre fatigue qui s'associe davantage à une forme d'épuisement finalement. Et ça, c'est en gros 90% des patients CEP qui vivent cet état de fatigue. Et donc, c'est pas toujours facile de comprendre, de faire comprendre à ses proches en quoi on parle du même mot, la fatigue, mais en fait, ça recouvre une réalité très différente. Et c'est difficilement communicable dans ce sens-là et compréhensible pour les proches. Ensuite, il y a des aspects de troubles cognitifs liés à l'attention, la mémoire, la planification, une certaine flexibilité mentale parfois qui peut faire défaut. Entre 40 et 60% des patients qui ont la sclérose en plaques présentent ce type de problématique. Ensuite, il y a des problèmes de dépression. Chez environ entre un tiers et la moitié des patients peuvent présenter par moments des tendances dépressives et également des troubles anxieux à raison d'un tiers environ des patients dans la sclérose en plaques qui peuvent aussi être troubles anxieux qui peuvent être en lien avec une certaine angoisse de la progression de la maladie. Voilà, donc des caractéristiques sur le plan psychologique de la sclérose en plaques, rapidement. Le diagnostic, il est souvent vécu comme un soulagement au terme d'une longue procédure d'investigation et c'est quelque chose d'assez particulier, justement. En phase de rémission, eh bien, le déni est favorisé finalement. Et puis, c'est aussi, on en a aussi besoin du déni, de mécanismes de défense, de déni, de faire finalement, de mettre un petit peu parfois la tête sous le sable et de vivre comme si on n'était pas confronté à cette maladie quand c'est possible. Et c'est un mécanisme de défense qui a toute sa raison d'être et qui a aucune, voilà, par moment, on en a aussi besoin. Évidemment que cette maladie se caractérise par une perte qui peut être progressive de sa fonctionnalité, de certaines fonctions motrices et autres. Mais en fait, chaque situation est très différente et j'observe quand même depuis plus de 20 ans maintenant que je m'intéresse à la sclérose en plaques, qu'on y travaille activement, et bien que les moyens auxiliaires, par exemple, ont beaucoup diminué. Je vois moins de fauteuils roulants. Et finalement, c'est quand même un grand bénéfice des progrès de la médecine. On va aussi parler d'adaptation dans le cadre
de cette conférence. On va aussi parler, évoquer, disons, on a tous comme ça un peu, on est confronté à l'image du patient idéal. Voilà, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Ou bien en tant que proche, eh bien, je devrais pouvoir seconder la personne atteinte d'une certaine façon. Et on est comme ça un petit peu en proie à des idées reçues, un peu des idées préconçues qu'on va devoir mettre à l'épreuve de sa réalité. Et puis aussi une grande caractéristique en lien avec la maladie, c'est la notion de tolérance à l'incertitude, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir et d'être un petit peu dans le flou par rapport à ça, même si l'incertitude est le lot de tout être humain, le fait d'être en proie à cette maladie, on sait bien qu'on risque de vivre des moments tout à coup de perte, de crise, de poussée, etc. Et on ne sait pas très bien ce que ça va nous apporter. Mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est que vivre avec une maladie chronique, cela s'apprend. On n'est pas avec cette capacité-là, mais il y a des ressources qu'on peut développer pour mieux vivre avec. Ça s'apprend. Voilà. En proie à ces symptômes, je vous montre ce document parce que quelque part, je le trouve intéressant dans la mesure où il favorise l'auto-observation, le fait de prendre conscience de ce qui se passe en soi. Parce que finalement, qu'est-ce que ça provoque en moi? Et le fait de s'intéresser à ce qui se passe en moi, à l'auto-observation à la fois de mes pensées, de mes émotions, de mes sensations corporelles et de mes comportements, finalement, c'est positif d'un point de vue psychologique dans la mesure où ça permet un petit peu d'augmenter la notion de contrôle. C'est comme si on prenait un petit peu de distance, comme si on prenait tout à coup une carte de géographie et on se disait, ben, dans cette situation, voilà quelles sont les pensées dont je prends conscience. Finalement, eh ben, avec cette maladie, peut-être qu'il peut arriver dans certaines situations où je pense que ma vie n'a plus de sens, que je suis devenu un poids pour les personnes que j'aime le plus. Et ça peut évidemment, ce sont des pensées qui sont toxiques, qui sont difficiles, mais qui sont parfois présentes, qui peuvent être présentes, et de se dire, ben voilà, là, je suis dans cette phase-là, et dans des moments où je pense ça, où ces pensées-là habitent ma conscience, eh bien, ça provoque des émotions plutôt négatives, avec une notion de diminution de l'estime de soi-même, l'impression, je suis un peu triste, peut-être anxieux, je me dis, mais vraiment, je suis peut-être en colère contre moi, etc. Avec des sensations corporelles qui vont peut-être en proie à des émotions négatives. Ce qu'on sait, c'est que les symptômes, la perception des symptômes augmente, tend à augmenter, que ce soit aussi la douleur ou la fatigue, des choses comme ça. Quand je vais mal d'un point de vue psychologique, quand j'ai des pensées comme ça négatives, avec des émotions négatives, des sensations corporelles de ce type-là, eh bien, on va plutôt avoir très naturellement la tendance à se replier sur soi, ne pas avoir envie de contacter des gens, de rencontrer d'autres personnes, d'être plutôt de se replier, de pas avoir, de se replier sur soi-même, plutôt de vivre une sorte de retrait, un moment comme ça. Peut-être, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours. Et puis aussi, une certaine passivité. J'ai l'impression que, voilà, ben, je suis un peu une situation de marasme psychologique. J'ai l'impression que, quoi que je fasse, ma situation, elle est difficile et je ne serai plus la même personne qu'avant désormais, etc. Voilà, ça c'est peut-être le cœur de ce qui peut se passer d'un point de vue psychologique à ces différents niveaux euh, quand je vis mal ma situation. Voilà. On verra comment ça se transforme quand
je vais plutôt bien. Maintenant, quelques réflexions à propos de la famille. La famille, c'est un petit peu le lieu du pire et du meilleur. Il y a des choses qui se passent, ça peut être un terreau de ressources inépuisables, mais ça peut être aussi l'enfer. Parce qu'à partir du moment où je vais mal avec moi-même, ben, ça va être difficile de nouer des liens positifs avec mes proches. Je, je vais avoir du mal. Je vais peut-être être tellement sous le poids de la culpabilité que je vais m'en vouloir tellement que ça va être difficile de nouer des liens constructifs et positifs avec mes proches. Il y aura des moments où ça va être difficile. Dire aussi que on se préoccupe souvent en tant que parents de ses enfants en disant mais comment ils vivent ça, etc. Finalement, les enfants ont cette caractéristique de disposer des meilleures qualités d'adaptation que les adultes. Ils ont de bien meilleures qualités d'adaptation que les adultes. Et il s'agit aussi d'honorer ces ressources-là, de leur faire confiance, parce que finalement, quelque part, la vie n'est pas facile, elle n'est pas toujours simple, et le fait que des enfants, dès l'enfance finalement, doivent composer avec des difficultés liées à la maladie d'un proche, eh ben, ça peut aussi être une façon comment dire, d'ourdir certains outils qui vont leur être utiles pour la suite. Et puis finalement, ce dont eux, ils ont le plus besoin, c'est peut-être du bonheur de leurs parents. Que malgré tout, eh ben, on rit à la maison, qu'on dise des bêtises, qu'on s'amuse parfois, et que parfois aussi, on puisse finalement pleurer par moments ensemble. Pourquoi pas? Exprimer ses émotions. Voilà. L'arc-en-ciel de ses humeurs. Et puis en sachant aussi que, ben, avec les ados, par exemple, ben, eux, ils ont un talent, c'est finalement de pousser leurs parents dans leur dernier retranchement. Hein. Ça, on a connu ça, et ben voilà, quelque part, ces ados, ils ont un peu un, un talent de pouvoir nous pousser, nous parents, dans nos derniers retranchements. Et par moments, ben, il faut savoir que voilà, c'est un peu les montagnes russes, que c'est pas facile, mais que finalement tout passe et que même l'adolescence passe et que finalement, ben voilà, après on peut rire de certaines situations qui n'étaient pas du tout évidentes, mais avec lesquelles on a dû composer. Les interactions proches-patients, la maladie, ben, c'est toujours un membre clandestin de la famille qui s'invite d'une certaine façon. C'est pas facile de vivre avec une maladie chronique et, et c'est pas facile pour la famille de gérer cette situation-là. Elle, elle véhicule toutes sortes d'émotions. Euh, on peut aussi avoir tendance à réprimer ses sentiments négatifs et à plutôt mettre la tête sous le sable par moments. Encore une fois, c'est un mécanisme de défense qui peut être utile, mais je pense que c'est important dans une famille de pouvoir aussi exprimer des moments difficiles. Et puis parfois, la communication avec le patient elle peut être marquée par l'évitement. On évite des situations, des choses qui peuvent être, dont on pense qu'elles pourraient être vécues de façon difficile avec le patient. En essayant, en privilégiant une tendance à se montrer optimiste, à distraire la personne pour son bien-être, etc. Et finalement, cette tendance, elle peut encore davantage isoler le patient et qui peut peut-être se sentir incompris dans sa réalité et voilà, où on a plutôt tendance à porter un masque pour éviter d'être trop triste ou anxieux parce qu'on se dit, ouais, ben, lui, il a déjà assez à porter comme ça, on va pas encore le charger de choses négatives. Alors que peut-être ce serait mieux d'être un peu plus transparent. Voilà, au niveau des interactions patients, ben, savoir que la maladie, ça provoque un grand bouleversement sur le plan émotionnel, fonctionnel, que c'est toute une réorganisation des rôles et des fonctions dans la famille qui peuvent se rejouer d'une certaine façon. Et il y a des études aussi qui mettent en évidence le fait que
le niveau d'anxiété et de dépression est presque plus grand chez les partenaires que chez les patients eux-mêmes. La capacité d'adaptation de chacun des membres de la famille influence celle des autres. C'est la raison pour laquelle c'est très important aussi de garder un quant à soi et de dire, ben moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de vivre des activités qui me font du bien à moi personnellement, en partant du principe que tout ce que je ferai pour moi, finalement, ce sera une contribution pour l'ensemble des membres de la famille. Tout ce que je fais pour moi, je le fais pour la famille, finalement, aussi, et réciproquement. Et puis, euh, évidemment que la qualité de l'environnement familial a un impact sur l'équilibre psychologique de ses membres. Plus le niveau de conflit est bas, plus le niveau de détresse est bas, et plus chacun des membres peut bénéficier d'une meilleure capacité d'adaptation à la situation. Et d'une façon générale, on a observé que pour la recherche de soutien émotionnel, les hommes recourent davantage à leur épouse que les femmes à leurs époux. Les femmes ont tendance à chercher un soutien auprès d'un éventail plus large de personnes. Ce recours à un soutien plus varié se répercutant alors de manière bénéfique sur leur époux aussi. Le fait qu'elles cherchent un soutien à l'extérieur, finalement, pour aller mieux, peut avoir une influence aussi très positive sur leurs époux. Voilà, quelques conseils pratiques peut-être par rapport à la gestion relationnelle dans la famille. Lutter contre l'idée qu'il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Le pire étant le non-dit. Le plus lourd, c'est toujours le fait qu'on ne dise pas ce qui se passe finalement. Le poids du non-dit, il est toujours plus lourd que tout le reste. Et puis plutôt essayer de parler, de prendre le risque de s'exprimer, de parler message je, donc quand on s'exprime, quand on parle de soi-même, en disant par exemple, ben, moi je me sens en colère dans cette situation, je peux le dire un petit peu sur tous les tons, je peux dire quand je parle à la première personne en prenant la responsabilité de ce que je vis, en disant, ben voilà, moi je ressens de la colère dans cette situation, eh bien, je ne vais pas être perçu comme agressif. Alors que si je disais par exemple, mais pourquoi tu me dis de nouveau ça, par exemple, avec un message tu, le tu, hein, comme on dit, eh bien là par contre, par rapport à un sujet qui peut être délicat, la personne peut se sentir agressée. Et le fait qu'elle se sente agressée, eh bien, elle risque de riposter. Et d'une certaine façon, on va assister à une montée en symétrie, où finalement chacun parle de l'autre plutôt que de soi-même. Pour avoir une bonne qualité de communication, il s'agit que chacun parle de soi-même, et comme ça, moi je vis ça dans cette situation. Comment toi tu vis ça? Moi, ça m'intéresse de savoir quel ressenti tu vis toi dans cette situation. Et forcément que ce sera différent parce qu'on est deux personnes différentes. Et voilà. Et on peut mettre en commun seulement nos différences et mettre des mots sur ces émotions. C'est pour ça que je trouve très intéressant cette carte, cette analyse fonctionnelle où on parle de la nature de ses pensées, de la nature de son ressenti émotionnel, de dire ben voilà ce qui se passe en moi. C'est pas facile de faire ça, mais c'est souvent très riche. Puis voir l'expression des émotions comme une marque de confiance, c'est aussi quelque chose d'important. Euh, plutôt écouter que donner des conseils. Hein. Il ne s'agit pas vraiment de donner des conseils, mais dire dis-moi ce que tu vis. Ça m'intéresse. Aussi, ben, d'accepter des moments de silence, par exemple. On fait quelque chose en écoutant et on le fait mieux en écoutant seulement.
en se disant, ben voilà, maintenant on vit un moment privilégié où on parle de choses importantes, eh bien on fait que ça. Puis on n'a pas la télévision à côté ou on ne parle pas de ça en deux portes comme ça. Peut-être éviter de consoler qui que ce soit finalement, mais plutôt de demander aux gens de vivre ben voilà, qu'est-ce qui se passe, à quoi ils pensent. Une question que j'aime aussi beaucoup, c'est l'idée de demander qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui pourrait t'aider dans cette situation. Je trouve intéressant cette question-là. Qu'est-ce qui m'aide? Et puis ça ouvre des fenêtres un peu. Savoir qu'un membre de la famille ne peut pas, c'est jamais un bon thérapeute pour un autre membre de la famille. Chacun peut parler de soi, de son expérience, ça c'est sûr, et ça c'est énorme. Mais de fonctionner comme un thérapeute, ça, je pense qu'il faut bien s'en garder de faire ça. Et puis aussi, en tant que proche aidant, par exemple, eh bien, penser à soi, penser à son confort, penser à qu'on peut être par moment appelé à dépasser certaines limites et se dire, bon, ben maintenant, je sens que ça va un peu loin, de se dire, bon, ben, il va falloir que je prenne un peu du temps après pour moi. Voilà. La notion de maturation post-traumatique, donc, l'idée que, voilà, en fait, c'est les bénéfices de la maturation post-traumatique, de cette maturation. Il y a quelque chose de traumatique dans le fait de devoir gérer une maladie chronique, mais en même temps, on observe que des gens évoluent. Le sens de la vie peut changer, ça prend une autre dimension, une relation, par exemple, plus intense avec les autres. On prend conscience de la valeur que représente la vie. Je vis peut-être plus consciemment des situations banales de mon quotidien. Parce que ben voilà, je pense qu'on a quand même beaucoup de chance de pouvoir parler ensemble, de vivre ce moment privilégié qu'on vit là, en famille, tout à coup ce soir, ensemble, etc. Et de pouvoir en prendre conscience. Peut-être il y a des gens qui parlent aussi d'une certaine sérénité personnelle, une notion de force d'acceptation qui peut être présente. Il peut y avoir aussi des changements en lien avec une certaine dimension spirituelle, parce que la maladie, c'est quand même toujours un petit peu l'émissaire de sa propre fin dans sa vie. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Comment on se pose forcément des questions de la position de l'homme dans quelque chose de plus universel. Et qu'est-ce qui va se passer, etc. Changement de dimension spirituelle. Des nouvelles perspectives de vie. Des gens qui sont plus emprunts à saisir des opportunités, à voir des opportunités. Quelque part aussi même à être à nourrir des sensations de gratitude, un sentiment, une dimension psychologique très importante, d'être reconnaissant de ce qu'on vit, de ce qu'on a, malgré tout, j'ai envie de dire. Et voilà, et là on arrive au terme de ce cheminement, de cette évolution. Je ne suis certes plus la même personne qu'avant, mais avec cette... Non, pardon, c'est pas ça. Je me suis trompé dans mon slide en fait. Eh bien, quelque part, avec cette maladie, eh bien, ma vie, elle est certes pas toujours très facile, mais elle m'a aussi apporté pas mal d'éléments. Et je prends conscience des changements positifs que j'ai pu vivre, que j'ai pu faire, des écueils que j'ai réussi à éviter, des progrès que j'ai dû faire pour pouvoir relever certains défis en lien avec cette maladie. Les émotions suscitées en
lien avec cette prise de conscience, ça peut être un sentiment de fierté, ça peut être une estime de soi qui augmente, ça peut être des sensations corporelles agréables, confortables. Et au niveau des comportements, ça peut être une ouverture sur l'autre, le plaisir de nouer des liens avec d'autres personnes, au contraire de l'attitude justement d'avant. Ça peut être aussi l'envie d'entreprendre, d'avoir des activités en lien avec d'autres personnes, d'avoir envie de partager ce qu'on vit en famille ou à l'extérieur. Voilà. Nous, dans le cadre de recherche qu'on a faite en oncologie notamment, on a développé cette notion de catamorphose, donc, qui sous-tend 3 conditions pour pouvoir, comme développer un muscle de la résilience ou de la maturation post-traumatique. Le premier muscle, ce serait l'auto-efficacité, la conviction que je nourris et que je dispose des moyens de faire face à mes difficultés. Au fond, en moi, je sens, même confusément, que je dispose des moyens pour faire face aux difficultés auxquelles je suis confronté. Ça, c'est un élément très important, l'auto-efficacité. Ensuite, il y a la notion de régulation émotionnelle. Comment je retrouve un état de calme quand je suis dans un état d'énervement, d'anxiété, de colère? Comment? Parce que là, je fonctionne, je ne suis pas la même personne quand je suis dans un état d'anxiété, de tristesse ou de colère. Je ne suis pas la même personne que quand je suis calme, détendu, conscient de mes ressources, etc. Mais comment je passe d'un état à un autre? Qu'est-ce qui m'aide pour pouvoir retrouver mon calme et finalement redevenir moi-même? Ça, c'est le deuxième élément très important, la capacité de retrouver, de réguler son émotion. Et puis, le soutien social. Le soutien social, on n'est pas des ours polaires, nous sommes des humains. On a besoin d'échanger, de se positionner les uns par rapport aux autres. Comment tu fonctionnes, toi, moi, ça m'intéresse. Je cherche à qu'est-ce que je pourrais, comment je pourrais m'inspirer, qu'est-ce qui pourrait m'aider, etc. Et on est des animaux sociaux quand même. Et le fait d'avoir un réseau autour de soi, que ce soit une famille ou autre chose, eh bien, on est dans un soutien, on est dans un cadre social qui est très important. La notion de soutien social, c'est très important. Mais ça sous-entend aussi la capacité un petit peu de réguler le soutien dont on a besoin, dont on a envie. Est-ce que c'est trop l'aide qu'on m'accorde? Comment je peux refuser de l'aide? Ou comment je peux demander de l'aide? Tout ça, c'est pas facile. Voilà. Et puis, des questions que je souhaiterais éventuellement aborder avec vous ce soir, ce serait finalement, vous, en tant que spécialiste, expert de la résilience et de la maturation post-traumatique, à travers les difficultés traversées par le défi imposé par la maladie, quelles sont les compétences que vous avez pu développer aujourd'hui, avec le recul, quelles compétences vous reconnaissez avoir acquis dans le cadre de ce cheminement qui est de loin pas toujours facile, évidemment. Et puis, par moment, lorsque je trouve ma vie belle, malgré tout, entre guillemets, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes activités? Quelles sont mes pensées dans ces moments? Qu'est-ce que je pense de moi, de ma vie, etc. Et puis, dans quelles situations de communication sont difficiles pour moi? Peut-être qu'on pourrait échanger encore aussi à ce niveau-là. C'est tellement important la notion de la communication. Quand est-ce que c'est difficile? Et voilà. Et j'aimerais peut-être, avant qu'on ouvre la discussion, donc j'aime bien cette diapositive de dire finalement, qu'est-ce qui aide globalement? Eh bien, à mon sens, le fait de s'auto-observer, ça nous permet déjà de prendre la distance avec les événements qu'on vit. De se dire, comment je ressens cette situation? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment j'arrive à gérer cette situation? Qu'est-ce que je pense dans cette situation?
qu'est-ce que je ressens émotionnellement et qu'est-ce que je fais. Et ça peut être la conséquence de la situation, mais ça peut être aussi ce que je fais, par exemple, ça peut être un levier de changement très important. Le fait d'entreprendre une activité, établir un programme, un plan, de me mettre en mouvement, d'avoir un projet, eh bien, c'est déjà éminemment thérapeutique. Le fait de nouer des contacts, de prendre l'initiative, de contacter quelqu'un par téléphone, eh ben, je vais être dans un autre climat mental avant le téléphone que je serai après ce téléphone. Je vais vivre quelque chose avec cette personne. Une activité physique, ça va aussi marcher un petit moment dans la forêt, dans la nature. Ça va aussi changer mon climat mental. Vivre des moments de détente, de pleine conscience. C'est tellement, on en parle beaucoup ces temps, mais c'est pas pour rien. Je prends conscience de ce qui se passe, de ce que je suis en train de vivre. Parler de soi, s'exprimer, mettre la pression de haut. Quand on parle de s'exprimer, on met la pression de haut. Ex, ça veut dire dehors, c'est l'émotion sort. Je vis mon émotion. Je peux l'écrire, mettre des mots, je peux la mettre en couleur. Toujours une bonne chose. Je peux pleurer, m'exprimer d'une façon un peu brute, ben, de pleurer, de crier ma colère, de hurler ma colère dans des moments difficiles. Je remonte les vitres de ma voiture et je fais ça dans ma voiture quelque part, un peu isolé, etc. Transformer la question pourquoi en comment ou en pourquoi en deux mots. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Ça, c'est une question toxique. Mais de se dire euh, en quoi ça m'a permis de découvrir aussi des choses positives, toute cette expérience, ben ça, c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, ça ouvre des fenêtres. Et puis, voilà, qu'est-ce qui m'aide? Ça, c'est une question importante. Et puis voilà, là, on arrive au slide justement. J'arrive à nouveau à jouir de la vie. Je me sens capable de modifier des choses dans ma vie malgré la maladie. Et lorsque dans ma tête ça va mieux, je me sens mieux dans mon corps et réciproquement. Ça suscite des émotions positives avec des sensations corporelles plutôt agréables. Et les comportements que j'ai plutôt tendance à adopter dans ces situations quand ça va mieux, ben j'entreprends, je peux faire peut-être avoir des activités physiques, entretenir des contacts, je peux faire des exercices de pleine conscience, des moments de goûter la saveur de l'instant dans ces moments positifs, de réaliser ses envies, ses objectifs, et de profiter de la vie finalement au bout du compte. Voilà, je vous remercie beaucoup. Euh, voilà, vous avez mon adresse courriel si jamais. Je travaille à la clinique Le Noirmont, dans le Jura, dans les Franches-Montagnes, désormais depuis un peu plus d'une année maintenant. Et donc, si jamais, ben, vous pouvez toujours me contacter. Et puis, je souhaiterais aborder les questions euh, que vous pourriez avoir, notées, transmises à Stéphanie, et on ouvre un moment de discussion. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Alors effectivement, ben, comme vous le disiez, là, on a un petit moment à disposition pour, voilà, si vous voulez échanger quelque chose ou poser une question. Donc, je répète, si jamais vous avez soit par écrit, vous pouvez poser votre question par écrit, donc avec la petite flèche orange en haut à droite de votre écran, à l'intérieur, il y a l'onglet questions. Ou alors, si vous levez la petite main, si vous avez un micro, vous activez le micro et si vous avez envie de dire quelque chose. Donc, le webinaire, en tout cas, il sera mis en rediffusion sur notre site internet, donc l'intégralité de ce qui se dit ce soir, les slides et la présentation de Monsieur Rieder. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un a envie de s'exprimer. N'hésitez pas. Pour l'instant, je n'ai pas de questions ou de mains levées. Donc,
voilà, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, j'ai des merci qui vous sont adressés, Monsieur Rieder. Ah bah merci alors. Merci pour vos merci. Donc voilà, je pense que c'était assez clair. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, hein, soit la petite flèche ou la main. Après, on veut forcer personne. Donc voilà, on va attendre un petit moment. Je ne sais pas si en attendant, vous voulez dire encore quelque chose, Monsieur Rieder. Que dire, que dire? En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, je trouverais très intéressant que vous puissiez peut-être faire part d'une expérience ou de, que vous auriez envie de partager. Parce que finalement, les véritables experts de la question, ben, c'est vous, en l'occurrence, en lien avec cette maladie. Et je suis sûr que vous avez des tas d'expériences intéressantes à échanger, même si bah, c'est peut-être pas le lieu là maintenant, ce soir, ici, dans ce contexte de technologie un peu froide et qui nous joue des tours parfois, mais finalement qu'on a pu gérer à satisfaction. Voilà. Ben là, je crois que j'ai une main qui se lève, donc je vais essayer de passer le micro à la personne, Ah oui, voilà, à qui j'active le son. On va voir si ça marche. Est-ce que vous nous entendez? Ah, allô? Non, j'ai la personne qui... Voilà, il n'y a pas, mais elle avait écrit une question, ben voilà, si on allait recevoir la présentation, donc ça j'avais déjà répondu. Donc je mhm. n'ai pas de main qui se lève, donc moi je vais profiter quand même de voilà, remontrer juste mon écran pour encore voilà, si vous avez d'autres questions, nous on a notre infoline hein, aussi qui est toujours disponible, donc du lundi au vendredi toujours. Donc de 9h à 13h. Vous pouvez sans autre nous appeler au 0844 737 463. Et puis, donc on a d'autres webinaires aussi sur notre programme. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil sur www.sclérose-en-plaque.ch. Donc là, début décembre, on aura un webinaire aussi sur le microbiote et la sclérose en plaques, présenté par la doctoresse Caroline Pau. Et voilà, on a encore tout notre programme actuel sur notre site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder l'actualité. Et puis, donc en tout cas, nous, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, si vous avez encore envie de partager un commentaire ou autre, à la fin du webinaire, vous avez un petit questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à voilà, faire parvenir vos remarques. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Rieder aussi. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.